Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Enregistrer son manager sans prévenir, filmer ses salariés, récupérer des messages privés. Avant, c'était irrecevable au prud'homme. Depuis 2023, c'est parfois admis et tout récemment confirmé. Aujourd'hui, on va clarifier les choses et vous donner tous les outils pour éviter les conflits. Bienvenue dans Tout droit. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux enregistrements clandestins dans le cadre du travail. Je rappelle la règle ici. On garde les titres pour la présentation, mais on se tutoie parce qu'on veut une discussion simple, directe et accessible. Alors on accueille tout de suite nos invités sur le plateau, professionnels, Maître Camille Hatt et Maître Toufik Harib. Vous êtes tous deux avocats à Grenoble. Michael Mitolo, fondateur du réseau de crèches La Maison des Minis, et Jean-Paul Michel, responsable juridique de la CFDT Isère. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints. Et bien sûr, on accueille aussi Plume, qui est notre fidèle compagnon ici et déjà couchée. Elle est prête à tout écouter attentivement. Alors, on va partir de situations très concrètes aujourd'hui. Mais vous allez d'abord nous donner le cadre en 1 minute. Donc, je me tourne vers nos deux professionnels, Camille, Toufik. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport aux enregistrements dans le cadre du travail ? Bonjour Sophie, oui, donc pour rappeler le cadre synthétiquement, donc jusqu'en 2023, effectivement, primé, j'allais dire, le principe de loyauté de la preuve, très concrètement, dès lors qu'une preuve est illicite ou déloyale, le juge l'écartait. Okay. En 2023, on a une évolution et surtout une formalisation de la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, l'Assemblée plénière, qui vient nous dire dorénavant, dès lors qu'une preuve est déloyale ou illicite, elle ne peut pas être écartée automatiquement. Il y a 2 conditions. Il faut premièrement caractériser la nécessité que cette preuve soit indispensable. Et deuxièmement, il faut mettre en balance plusieurs droits. Le droit à la preuve avec d'autres droits antinomiques, par exemple le droit à la vie privée. Alors, il faut expliquer pourquoi il y a cette évolution. 3 raisons qui priment. Elle explique, la Cour de cassation, la première raison notamment, c'est parce qu'en droit pénal, le système de preuve est libre et donc on essaye de se calquer de plus en plus. Deuxième raison, la Cour européenne n'a jamais, j'allais dire, insisté sur la nécessité de la loyauté de la preuve. Oui. Et troisième raison, c'est l'efficacité de la preuve. Il faut pouvoir laisser les parties démontrer la réalité des faits et donc laisser les parties notamment recourir à ces modes de preuve. Alors Camille, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on a un autre critère ? En synthèse, vraiment 2 critères. C'est le caractère indispensable de la preuve. Ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir rapporter cette preuve par un autre moyen. Et il faut que ça soit proportionné au but recherché. On ne va pas venir enregistrer tout et n'importe quoi. On va venir être sur de la contestation de licenciement, démontrer un harcèlement moral, sexuel. On va être sur des faits qui sont graves, puisque l'enregistrement illicite, ça reste l'exception. Le principe, c'est que c'est illégal et qu'on ne va pas pouvoir s'en servir. Et ça va être dans des cas d'exception. Alors justement, Toufik, quand on dit indispensable dans tes dossiers, à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, une situation d'enregistrement où il n'y a rien, ou à l'inverse, tu dis au client ah oui, là, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as des cas à nous donner ? Oui, tout à fait. Alors, indispensable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres supports très concrètement. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'SMS, il n'y a pas non plus, évidemment, de tous les supports écrits, courrier RH. Et donc, on a la nécessité de recourir à ce dernier moyen. C'est souvent pour les faits d'une certaine gravité. On ne va pas l'utiliser dans tous les domaines. C'est pour souvent démontrer une infraction. Alors, qu'est-ce que tu entends comme certaine gravité ? Certaine gravité, c'est-à-dire les faits qui vont commettre un préjudice, c'est-à-dire le fait de harcèlement, de discrimination, de menaces, d'injures, d'invectives qui vont affecter la santé, par exemple, du salarié. D'accord. Si, par exemple, un employeur a dit « t'es un gros con » à son salarié et que ça vient de lui en premier, là, ça marche ? Tout à fait. Parce qu'il n'a pas pu le prouver autrement, puisque c'est oral. Par définition, effectivement, du moment que c'est verbal, on n'arrive pas à avoir un témoignage, parce que parfois les salariés ont peur de témoigner, on va utiliser cet enregistrement pour démontrer, j'allais dire, la responsabilité de l'employeur. Ok, merci. Alors, je demande pardon à tous ceux qui nous écoutent pour le gros mot, mais vous comprenez que c'est pour les besoins de l'émission. Camille, à ton tour, côté employeur, qu'est-ce qui fait qu'on dit, là, ça dépasse la proportion, ce que tu évoquais tout à l'heure ? Ça va vraiment être quand on va être sur quelque chose qui va être systématique, et même par rapport au terme « gros con », qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte on est, est-ce qu'il y a eu un licenciement ? Parce que sinon, on va pouvoir rapporter des enregistrements
à tout moment. Donc on va vraiment être en contestation, ça doit être à l'appui et ça doit être l'exception, parce que ça va pouvoir être aussi à double tranchant. Les employeurs peuvent aussi enregistrer leurs salariés. Alors, en fait, si ça marche plutôt mieux si je suis tout seul. Si j'ai d'autres salariés qui sont avec moi, typiquement, là, l'enregistrement ne marchera pas, puisque je peux avoir des témoignages. C'est ça un peu l'idée ? C'est exactement ça, c'est une preuve en dernier recours. D'accord. Et on peut faire des mails, demander des précisions à son employeur, utiliser plein d'autres moyens que l'enregistrement, qui est vraiment particulièrement déloyal, puisqu'on est sur un contrat de travail qui est conclu de manière loyale. Et le fait d'enregistrer quelqu'un sans qu'il le sache, on est un petit peu sur quand même de venir se créer une preuve dont l'autre n'a pas connaissance. Alors Jean-Paul, je me tourne vers toi. Toi, tu es représentant de la CFDT et évidemment, ta vocation à connaître beaucoup de cas de salariés qui te contactent. Qu'est-ce qui pousse les salariés à sortir leur téléphone et à enregistrer, ou en tout cas à le faire de façon clandestine ? C'est quoi ? C'est la peur, le sentiment de solitude ? C'est quoi ? C'est en premier lieu, les gens se sentent extrêmement seuls et c'est la peur. D'accord. Et je voulais rebondir sur des témoignages. Beaucoup de salariés ne vont pas témoigner parce qu'ils ont peur. Eh oui. Des peurs de mesures de rétorsion. Ça, c'est une réalité. Tu veux dire les salariés qui sont dans l'entreprise aux côtés de celui qui s'est fait confirmeront, ils ont peur pour leur poste. Ils ont peur pour leur poste et ça, c'est une constante. D'accord, tu le vois très régulièrement. Je le vois très régulièrement. Alors, Mickaël, toi, en tant qu'employeur, qu'est-ce qui te paraît acceptable ? Qu'est-ce qui dépasse la limite ? C'est quoi ? Alors, en fait, je pense qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, un employeur doit créer un climat de confiance. C'est son engagement en tant qu'employeur. Comme le disait tout à l'heure Camille, il y a il y a un contrat de loyauté qui va dans les deux sens. Maintenant, la position est quand même très compliquée parce qu'un employeur, aujourd'hui, il y a des solutions avant d'en arriver là. Aujourd'hui, une entreprise communique avec ses salariés. Les salariés doivent communiquer. Donc, il peut faire appel à la médiation. Le salarié peut venir lui parler, doit être libre de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. Et on ne doit pas arriver à ces cas extrêmes d'enregistrement. Parce qu'aujourd'hui, un employeur, sa première réaction, ça va être de se braquer en se disant, il l'a fait dans mon dos, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'est pas venu me voir. Donc, on va vraiment créer un climat de méfiance au quotidien. Et ça va à contresens et ça va être difficile derrière. Donc pour toi, justement, en mesure préventive, alors ça se passe mal. Imaginons ça se passe mal, on a enregistré. Avant d'utiliser l'enregistrement, tu préconises une médiation ? Je préconise une médiation, je préconise avec un autre salarié, parce que comme disait tout à l'heure Jean-Paul, il peut très bien ne pas être à l'aise de pouvoir venir s'exprimer devant le chef d'entreprise. Donc il peut très bien emmener un collègue avec lui et exprimer, j'ai envie de dire, son mécontentement et pourquoi il est là. Mais c'est trop brutal de, effectivement, bondir cet enregistrement et dire voilà, je t'ai enregistré à ton insu, je n'ai pas confiance, ça va pas mettre dans de bonnes dispositions. Aujourd'hui, il y a des bonnes entreprises, des bons employeurs comme des mauvais employeurs aussi, et je pense qu'il faut qu'il y ait cet assainir et cet aspect communication qui est important, et il faut le remettre au centre du débat et non pas tomber dans une société où justement tout le monde va être avec de la méfiance au quotidien. Alors Camille, Toufik, Jean-Paul, est-ce que vous validez le principe du recours à la médiation ? Ça vous semble pertinent ? Je valide parce que je l'ai déjà pratiqué dans mon entreprise. En revanche, il y a une chose qui est quand même essentielle, c'est que le contrat de travail est complètement déséquilibré. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus dans le rapport de la loyauté, mais la loyauté dans le déséquilibre. Parce que le propre du contrat de travail, c'est qu'on abdique à un moment donné, quand on contracte, certaines libertés individuelles. Alors, le contrat de travail, c'est pas, moi, dans mon idée, et là, les avocats, j'ai vu Camille qui faisait, on va en débattre un tout petit peu avant d'enchaîner, mais pour moi, c'est je produis un travail et en contrepartie, j'ai un salaire. Donc, dans mon esprit, il y a une forme d'équilibre. Mais Camille, peut-être que tu peux nous dire ce que tu en penses. Il y a un certain déséquilibre, puisqu'on va travailler dans l'entreprise qui est le lieu de l'employeur, on va travailler sous sa subordination. Sous ses ordres. Mais pour autant, par rapport à ce que dit Mickaël, un salarié, il a la possibilité d'écrire, de chercher à prendre des rendez-vous, d'alerter les représentants du personnel dans l'entreprise. Donc il y a d'autres moyens à sa disposition. Ok. Alors maintenant qu'on a... Plus soft. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va tester ça sur des situations qui aujourd'hui font beaucoup débat, notamment des cas sensibles. Vous les avez tous les deux un peu évoqués tout à l'heure. Le harcèlement sexuel par exemple, la discrimination, et c'est des cas où la preuve est souvent introuvable ou très difficile à rapporter. Alors, je vous donne l'exemple. Donc un salarié dit avoir subi des propos humiliants ou discriminatoires, toujours en tête-à-tête. Un jour, il va faire un enregistrement, et là je vous pose la question
très simplement. Est-ce que c'est un dernier recours qui est compréhensible ou est-ce que ça peut se retourner contre lui? Toufik, dans quel dossier tu acceptes qu'on en arrive là et comment tu l'utilises sans dépasser la limite? Alors effectivement, le principe, quand on défend les intérêts du salarié, c'est qu'on va prendre les enregistrements. Donc on va utiliser les enregistrements, bien évidemment, dans les cas de harcèlement, de discrimination, dans les situations les plus dangereuses. Donc on ne dira jamais à un salarié de ne pas enregistrer. Au contraire, il faut avoir cette preuve-là. Il ne faut jamais oublier cette difficulté, je rebondis sur ce que disait effectivement, ce qu'on disait de l'autre côté, c'est qu'il est très difficile de rapporter des preuves graves. Aucun salarié ne témoignera alors même qu'il a assisté aux faits. Et donc dans ces cas-là, force est de constater que la seule possibilité pour le salarié, c'est d'utiliser ce fameux enregistrement. Donc on enregistrera et ensuite il y a un travail du conseil du salarié. Est-ce qu'on produit ou pas? Dans un second temps, ce travail s'effectue après. Mais venir dire au salarié non, n'enregistrez pas maintenant, c'est perdre une chance de preuve. Il faut se positionner en tant que conseil du salarié, on enregistre et on fait le tri dans un second temps. Est-ce qu'on l'utilise ou pas en fait? Tout à fait. D'accord. Donc toi, c'est ce que tu préconises. Et du coup, quand tu utilises, dans les cas où tu estimes que l'audio est intéressant, tu le produis tel quel, tu crées des extraits, parce que quand même, on a un petit sujet avec l'IA aujourd'hui qui peut nous faire dire tout et n'importe quoi. Alors tout à fait. Donc il y a une nécessité de formaliser. C'est-à-dire que c'est toujours un huissier de justice, aujourd'hui un commissaire de justice qui va écouter l'enregistrement, le retranscrire, prendre des photos du téléphone portable, venir finalement baliser en montrant que c'est un véritable enregistrement. Il faut ensuite produire le support, c'est-à-dire que vous avez une clé USB, très concrètement, on produit la clé USB pour pas qu'ensuite on puisse nous dire que ça a été trafiqué, modifié, changé. Donc il faut à la fois la compétence d'un huissier de justice, commissaire de justice, on disait, et à la fois les éléments techniques, on produit l'ensemble du support pour caractériser, confirmer la réalité, l'authenticité de l'enregistrement. Parce que finalement, le risque principal, c'est quoi? C'est l'irrecevabilité, la perte de crédibilité? Tout à fait. On nous dit que l'enregistrement n'est pas fiable, n'est pas authentique, on ne peut pas l'identifier et partant de là, on l'écarterait alors même qu'il a été fait dans des conditions réelles et optimales. Et ça, un juge, il est capable de le dire. Tu as déjà vu un cas où justement le juge disait non, c'est pas recevable? Tout à fait. On a vu des dossiers où on considérait, à partir du moment où le salarié n'avait pas, respecté toutes ces conditions, où ça a été écarté car il y avait un doute très important sur la fiabilité de la preuve. Et donc on ne pouvait pas considérer que cet élément servirait une condamnation de l'employeur. Doute sur la fiabilité, c'est par exemple, ça aurait été truqué avec l'IA? Tout à fait. Des montages avec l'IA, aujourd'hui l'intelligence artificielle qui s'immisce dans tous les domaines. Effectivement, est-ce que c'est l'auteur qui parle? Est-ce que c'est véritablement l'employeur qu'on désigne? Est-ce qu'il y a eu des coupures, des montages? Qui a fait quoi? C'est compliqué d'identifier. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être très précis, fournir d'ailleurs la totalité d'enregistrement et ne jamais que le salarié, de lui-même, prenne des morceaux clés qu'il considère clés. Le juge appréciera, mais on fournit la totalité. Alors, Camille, toi, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui t'inquiète le plus et quel cadre il faudrait poser pour éviter que l'entreprise devienne invivable par rapport à ces enregistrements? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on oublie que l'enregistrement, c'est l'exception. Ça doit vraiment être l'exception et non le principe, parce qu'on va se retrouver dans des entreprises où tout le monde enregistre. Le salarié enregistre au cas où, l'employeur enregistre au cas où, on va enregistrer des collègues entre eux et on va se retrouver à ne plus pouvoir s'exprimer librement, à venir entraver les échanges. Et je pense que personne n'a à y gagner. Et après, le débat, il va être principalement centré sur est-ce que la preuve est recevable? Est-ce que le salarié, il n'aurait pas réellement pu chercher par d'autres moyens à rapporter la preuve qu'il souhaite? On l'a déjà dit, mais faire des mails, dans des situations de harcèlement, il va pouvoir demander des enquêtes internes. Donc il y a d'autres outils qui sont proposés par le Code du travail pour chercher à rapporter cette preuve-là. Mais je crains que l'enregistrement, ce soit trop la facilité. On enregistre tout et puis après, on voit ce qu'on en fait. Mais c'est déséquilibré puisque l'employeur, on ne va pas pouvoir venir enregistrer l'intégralité de la relation professionnelle. On vient donner un petit bout très partiel en se disant ça va servir mes intérêts. Alors c'est quoi justement la frontière entre se défendre et surveiller? Parce que imaginons, je sais que je vais avoir une réunion en tête-à-tête avec mon employeur qui va être musclée. Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas faire venir un autre salarié pour qu'il soit potentiellement témoin parce que justement, lui, il va craindre après des représailles de cet employeur potentiel. Alors voilà, est-ce qu'on peut se dire qu'un délégué du personnel peut protéger? Est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un d'extérieur? Comment on anticipe mieux? Justement, ça va être de bien se préparer pour l'employeur, d'avoir conscience qu'il peut être enregistré. C'est quand même déjà un premier point. Et puis après, effectivement, on peut l'avertir? Si j'arrive à la réunion et que je dis à l'employeur...
Je vous avertis, je souhaite enregistrer cette conversation. Bien sûr, c'est et tout là, ça fonctionne. Possible. Alors, si l'employeur accepte... La réunion commence bien, en effet. Il faut l'acceptation effectivement, pour rebondir à ce qu'il dit, il faut l'acceptation. On peut tout à fait, dans des rares cas, s'accepter. On peut prévenir l'employeur en amont en disant, j'ai un enregistrement, est-ce que vous acceptez? À partir du moment où il n'y a pas de difficulté, l'employeur dit oui, on peut. S'il dit non? Mais s'il dit non, par définition, cet enregistrement sera écarté. Il n'y aura pas d'enregistrement, de toute façon. Alors, on fait quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? On demande à un tiers de venir, de participer. On fait un compte-rendu commun d'entretien. Il y a d'autres moyens que de venir s'enregistrer de manière illicite, puisqu'après, il faut continuer la relation professionnelle. Donc, on est quand même dans un objectif de faire que ça fonctionne pour tout le monde. Si j'ai vraiment très peur et que ce tiers ne peut pas ou ne veut pas être un autre salarié, je fais comment? Ça n'empêche pas, le salarié peut effectivement enregistrer. Et après, le débat, il sera purement juridique. Est-ce que l'enregistrement est indispensable et proportionné au but recherché? OK. Alors, Mickaël, côté employeur, comment tu réagis sans aggraver les choses et comment tu traites le fond du problème, c'est-à-dire cette anxiété, la crainte que le salarié se fasse... Il faut remonter à l'origine et pourquoi le salarié arrive à la réunion dans cet état-là. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr. Le but, c'est qu'il y ait un climat de confiance et je pense qu'il faut venir en amont. Parce que j'ai envie de dire, quand le salarié arrive déjà à la réunion dans cet état d'esprit-là, ça va être compliqué. Comme l'a dit tout à l'heure Camille, il faut faire appel à un tiers, à un médiateur, etc. Maintenant, si la personne est complètement stressé et ne veut pas et sans tête, j'ai envie de dire c'est un petit peu trop tard. L'employeur, lui, il va subir la réunion parce que forcément ça va pas bien se passer derrière et on va pas pouvoir avancer, c'est pas constructif. Alors, le but d'une entreprise, c'est que ça reste constructif et qu'il y ait de la communication. Comment, pour toi, créer un climat de confiance ? C'est quoi tes astuces? Alors, climat de confiance, pour moi, ça démarre à l'embauche, déjà. Au moment de la sélection du candidat, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une entreprise, c'est comme un mariage. Hein. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. dans une vie d'entreprise. Donc, il faut aussi trouver des personnes qui nous ressemblent. On dit souvent que employés et salariés se ressemblent. On peut pas. Ce qu'on appelle le savoir-être, en fait. Le savoir-être, le savoir-faire. Donc, ça passe par là. Et puis, c'est la culture d'entreprise aussi au quotidien. Oui. Donc, évidemment, toutes les valeurs que va véhiculer l'entreprise, de bienveillance, de bien-être au travail, etc. C'est ce qui va favoriser un climat sain. Effectivement, après, il y a certaines personnes qui peuvent à des moments se perdre un petit peu. Et c'est le rôle du chef d'entreprise de pouvoir être à l'écoute, le recevoir et communiquer avec lui. Voilà. Maintenant, l'employeur, à des moments, si on arrive dans des situations comme là d'enregistrement, ça rompt complètement le dialogue. Et un employeur, ça reste un être humain. On n'est pas, on est comme tout le monde, on fait des erreurs. Il y a des moments où on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, mais il n'y a pas qu'on soit employeur ou salarié, on est tous dans le même bateau et on avance tous dans le même sens. Alors merci Mickaël. Jean-Paul, je me tourne vers toi. Sur le terrain, qu'est-ce que tu recommandes avant d'en arriver à cet enregistrement ou tout du moins à son utilisation? Et comment tu protèges la personne quand il t'appelle? Comment tu fais? Dans un premier temps, les gens, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont déjà enregistré. Donc moi, je ne vais pas leur donner le conseil de le faire ou de ne pas le faire. J'ai toujours des gens qui l'ont déjà fait. En revanche, j'essaye de comprendre le contexte de l'entreprise. Ça t'arrive souvent? En ce moment, là, des gens qui ont enregistré qui viennent en me disant, moi, je suis très prudent avec tout ça parce qu'on va rentrer dans une société conflictuelle, dans les entreprises conflictuelles. Et malheureusement, on est parti sur des conflits qui vont déborder et ça peut mettre en l'air une entreprise. Moi, ce que j'interroge les gens, je leur demande... parce qu'en général, quand on en est là, c'est qu'une procédure va être engagée. De toute façon. La séparation, ce sera inévitable parce que c'est comme ça, malheureusement, c'est de cette façon. Moi, j'essaye de comprendre le contexte de l'entreprise. Si la personne me dit, vous avez des représentants du personnel, oui. Quels sont vos rapports avec eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vois que c'est conflictuel dans cette entreprise, la première chose que je fais, je demande à ce que la personne voie le médecin du travail afin qu'elle se protège. Parce qu'il y a des gens qui se détruisent. Surtout dans les cas de harcèlement sexuel, puisque là, on est dans ce cas-là. Et harcèlement moral, c'est quand même très compliqué pour le salarié qui subit ça. Tout à fait. Toutes les entreprises n'ont pas, Jean-Paul, suivant la taille d'entreprise, tout le monde n'a pas de délégué, etc. Donc comment, d'après toi, comment ils font? Alors après, moi, ce que je fais, mais c'est ma pratique, qui n'est pas pratiquée par
l'ensemble des conseillers juridiques, des responsables juridiques, c'est que moi, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me permets, en présence du salarié, d'appeler l'employeur en lui disant voilà ce qui est en train de se passer. Je ne vous appelle pas dans un but conflictuel, mais pour essayer de régler la situation au mieux possible. T'essayes de faire de la médiation. Et ça arrive parfois que ça aboutisse favorablement et j'ai des retours très positifs de la part et des salariés et des employeurs qui me rappellent en me disant je vous remercie de m'avoir conseillé dans cette... Voilà. Donc moi, c'est ma pratique. On revient sur le médiateur, c'est vraiment la personne extérieure qui va venir un petit peu apaiser tout ça. Oui, mais moi, je voudrais revenir. Là, on est vraiment sur un cas, entre guillemets, difficile, où on est, si je reviens au harcèlement sexuel ou à de la discrimination, du racisme ou autre, c'est un petit peu compliqué, non, d'appeler l'employeur en lui disant, voilà, votre... Je ne le ferai pas sur ces cas-là. Donc, sur ces cas difficiles, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je les écoute. Je leur ai écouté... je vais vous donner, vous allez prendre rendez-vous avec un avocat parce que je pense que ce qui est en train de se passer est grave. Et en tout état de cause, je renvoie un avocat. Si c'est un adhérent de la CFDT, il y a une prise en charge juridique. Si ce n'est pas un adhérent, nous n'avons pas les moyens de défenseurs syndicaux n'ont pas les moyens d'intervenir. D'accord. Parce qu'ils mettraient en jeu leur responsabilité si jamais ils plaidaient mal ou autre. Donc je renvoie sur des professionnels. Alors, je me tourne vers les deux avocats. Quand on a un cas de harcèlement sexuel, par exemple, alors ça peut être entre employeurs et salariés, mais ça peut être aussi entre collègues. Comment on réagit ? Comment vous conseillez les personnes qui en sont victimes ? Alors, pour rebondir côté salarié, effectivement, moi, je vois difficilement une autre méthode que l'enregistrement. Parce que tout à l'heure, on nous parlait d'enquête, mais enquête fait par qui ? Par l'employeur. Donc l'employeur, il est jugé partie dans ce cas-là. Donc c'est une enquête qui est partielle et partiale. On nous disait aussi, mais il y a des mails qu'on peut envoyer. Mais un mail n'engage que son auteur. C'est-à-dire quand le juge va nous dire, oui, mais c'est le salarié qui écrit, mais l'employeur, il peut contester. Donc je ne vois pas, dans ces conditions-là, l'harcèlement sexuel, effectivement, une autre méthodologie que l'enregistrement. Parce qu'on est dans les cas, véritablement, même si vous avez un témoin qui a constaté, et comme on vous le disait, à ce moment-là, il y a une difficulté de perdre son poste, une difficulté de témoigner. On ne veut pas aller devant un tribunal, dans un poste de police, et donc je ne vois difficilement l'autre méthodologie que de recourir à cet enregistrement. Alors bien sûr, ça peut fausser les relations, il n'y a plus de spontanéité, mais là, on parle vraiment de cas finalement qui sont d'une gravité telle qu'on n'arrive pas à se passer de l'enregistrement. Et donc dans ce cas-là, on va recourir à cet enregistrement. Effectivement, c'est l'unique solution. Camille ? Pas du tout sur cette unique solution, parce que vraiment, l'enquête, c'est-à-dire qu'un salarié qui va dire pour la première fois « je pense être victime de harcèlement sexuel ou moral », l'employeur a l'obligation de mettre en place une enquête. Selon la taille de l'entreprise, on va privilégier une enquête interne, mais bien sûr, ce n'est pas l'employeur qui va mener l'enquête. Il va le faire mener par ses membres du CSE, par des salariés qui vont être spécifiquement désignés, formés. D'accord, voilà. C'est des gens en interne qui mènent l'enquête. Voilà, on va pouvoir faire qu'ils mènent l'enquête ou alors faire appel à des enquêteurs externes. Il y a des sociétés qui sont spécialisées, qui vont auditionner tous les salariés, témoins, victimes, ceux qui ont pu entendre quelque chose. Et là, on va pouvoir se faire un réel avis. Un enregistrement, c'est un moment très court, très déterminant. Donc, ça reste quand même très partiel. Et je pense que le droit offre d'autres solutions pour aller rapporter cette preuve-là. Effectivement, si on est dans une toute petite entreprise avec un chef d'entreprise qui refuse la mise en place de l'enquête en dernier lieu, comme déjà, on commence à s'imaginer qu'il y a peut-être un souci s'il la refuse. Voilà, et on aura un mail de refus. Donc, on va avoir d'autres éléments. Déjà, il y a un début de preuve dans ce cas-là. Il y a un début de preuve, tout à fait. Un salarié qui le dit une fois, deux fois, trois fois. Et bien sûr, dans les très rares cas où on n'a aucune autre preuve, l'enregistrement pourra être recevable. Mais ça doit être le dernier recours. Et en amont, on va chercher à utiliser une preuve qui va être loyale et qui va permettre aussi à l'employeur de répondre et de mettre en place des choses. Parce que l'employeur n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Il peut le découvrir et chercher après à protéger son salarié. Ok, alors merci pour vos explications sur ce cas un peu spécifique. Maintenant, on va évoquer quelques cas du quotidien dans les entreprises. Exemple, cas numéro 1, une réunion qui a été enregistrée. Donc on a une réunion d'équipe, le ton monte, il y a des propos très durs qui sont échangés. Et il y a un salarié qui enregistre discrètement pendant 1 minute. Tout fic. Est-ce que c'est utile? C'est trop risqué? Qu'est-ce que tu en penses? Non, alors le principe, c'est qu'effectivement, l'utilité, on l'appréciera dans un second temps, mais on va le conseiller, surtout s'il y a eu une antériorité. C'est-à-dire que s'il y a déjà eu des propos d'injures, de harcèlement, de pression, à ce moment-là, évidemment, en tant que qualité, je peux positionner en tant que qualité de conseil, on va bien sûr dire aux salariés, l'enregistrement
peut s'avérer utile et on verra dans un second temps le tri si on va le produire ou pas. Mais en aucun cas, on peut, en qualité de conseil, lui dire non, dans ce cas-là, on verra, tu n'enregistres pas. Ce n'est pas pertinent du point de vue conseil. Camille, tu dis quoi, toi ? Pour moi, on franchit la ligne rouge, on est sur une réunion qui est collective, il y a plusieurs personnes. Si jamais des propos durs devaient être tenus, on pourra demander aux salariés d'attester, etc. Et même, on va se poser la question de se dire, est-ce qu'on ne va pas interdire les smartphones dans la réunion ? Comme ça, tout le monde peut s'exprimer de manière libre, sans être... alors ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'un employeur peut décider d'interdire l'usage des smartphones dans son entreprise en général, à certaines réunions. Comment ça marche ? Alors, de manière générale, non, puisqu'un salarié doit pouvoir quand même avoir son téléphone. D'accord. Mais dans une réunion, sur des sujets sensibles, ou alors dans un contexte un peu tendu, on peut se poser la question de se dire, pour que tout le monde soit serein, on va laisser les smartphones pendant une demi-heure, 1 heure, de côté, et on va se parler librement. Parce que on parle du salarié qui enregistre, mais l'inverse est vrai. Et donc, les salariés peuvent aussi se dire, mais je vais dire une bêtise et on va me licencier pour ça. Donc, ça permet quand même de libérer la parole et d'être sur un pied d'égalité. Alors, à ces moments-là. Mickaël, Jean-Paul, vous en pensez quoi de ça ? Mickaël, tu penses quoi de ce que nos avocats disent ? Camille, effectivement, je pense qu'on peut, si on sait que la réunion va être compliquée, que ça va être tendu, on peut proposer effectivement en rentrant, en leur disant, écoutez, pour que tout le monde soit le plus zen possible, tout le monde laisse les téléphones à l'extérieur. L'idée, c'est de libérer la parole, qu'on fasse le point sur le litige, de manière construite, sereine, et non pas de manière plus agressive, cachée, etc. Et toi, Jean-Paul, tu dis quoi, toi ? Moi, je pense qu'il faut cadrer juridiquement ce genre de réunion. C'est-à-dire qu'il y a un texte du Code du travail qui prévoit un droit d'expression des salariés. D'accord. Et qu'aucune poursuite ne peut être engagée par rapport à ce qui a été dit. Et ça, moi, j'invite les représentants du personnel, s'il y en a, il n'y en a pas partout, de cadrer ce genre de réunion de façon à ce qu'on n'ait pas... puisqu'il y a des choses qui vont pouvoir être dites, qui vont peut-être violentes, mais en aucun cas, ça ne pourra servir contre le salarié. Mais il faut que la réciproque soit vraie dans ce cas-là. Il faut que la réciproque soit vraie, mais le problème, moi, l'histoire de dire on va laisser les smartphones, j'y crois pas trop, parce qu'il y en a, ils ont maintenant 1 ou 2 téléphones. Hein. Ils vont laisser, ils en sortent toujours un. Et puis on n'a pas derrière, le droit de fouiller et on n'a pas le droit de fouiller les personnes. Ou alors, il faut mettre des brouilleurs. Ça devient quand même compliqué. C'est compliqué, mais on va arriver malheureusement, je pense qu'on va arriver à ces situations. Alors, ce que je trouve dingue, c'est qu'on arrive sociétalement on est dans une société où aujourd'hui, on est obligé de se poser ces questions-là. Pour moi, c'est quand même là le fond du problème. On y arrive tout droit, c'est le cas de le dire. Et justement, si on prend la situation inverse, j'ai maintenant le salarié qui avait enregistré, juste avant, et maintenant c'est l'employeur qui fait l'enregistrement. Donc il arrive avec un audio qu'il a fait sans transparence, ou des captures qui ont été obtenues par un collègue et qu'on lui a fournies. Alors dans ce cas-là, est-ce que le juge va être plus indulgent quand la preuve vient du salarié ou quand elle vient de l'employeur ? Vous le voyez comment ça, vous ? Globalement, il y a quand même une indulgence plutôt en faveur du salarié. C'est quand même assez difficile en tant qu'employeur de se défendre. Mais là, la règle, ça sera la même. Est-ce que cet enregistrement, il est indispensable ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et par contre, effectivement, si en dernier ressort, on n'a pas d'autre choix, on va utiliser cet enregistrement. Donc ça peut vraiment servir dans les deux sens, mais ça doit être, pareil que pour les salariés, le dernier recours, parce que, comme le dit Jean-Paul, sinon on va aller dans une généralisation de ce type de situation. Je rappelle que le juge doit être impartial. Alors, est-ce qu'on est quand même d'accord, vous, a priori, c'est ce qui ressort de tout ce que vous nous dites, tout ça, ça fait quand même assez mal au climat social. Enregistrer pour un employeur, Mickaël, toi, tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu t'en es déjà servi ? Jamais eu le cas. Et tu n'en as jamais ressenti le besoin ? J'en ai jamais ressenti le besoin. On a eu des situations à des moments qui pouvaient être plus tendus, etc. Mais un employeur le sent, ce genre de choses. Et on n'arrive pas au point de rupture tout de suite. Il y a des étapes avant. C'est pas on passe tout de suite dans le noir, comme on le disait tout à l'heure. On va le voir, on va discuter avec lui. Alors, c'est pas forcément dans le bureau. Ça peut être en open space, ça peut être à l'extérieur, dans un endroit où le salarié se sent bien. Enfin, on n'attend pas le dernier moment. Oui, ok. Alors, on va enchaîner sur un dernier cas. On a un employeur qui reçoit d'un de ses salariés la capture d'un compte entre collègues qui est privé et qui contient des propos très critiques sur l'entreprise ou sur un manager. Est-ce que l'employeur peut s'en servir ou est-ce que c'est une bombe à retardement ? Qu'est-ce qu'il en est de ce cas précis ?
Alors, sur ce cas précis, il y a eu de la jurisprudence, des décisions assez similaires. Le principe, c'est de dire effectivement qu'à partir du moment où il y a une capture d'une discussion sur un compte privé, la discussion, elle est privée. Donc là, on pose le cadre. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'employeur va pouvoir, utiliser cet écrit d'un salarié. Dans cette affaire qui avait été jugée, c'était justement le cas, très concrètement. C'était un salarié qui avait, dévoilé des informations confidentielles d'entreprise, mais sur un compte privé, une discussion privée. Discussion privée entre deux personnes ? Entre deux salariés, entre deux personnes. Et un des salariés qui était également ami en privé, l'a ensuite distribué, a remis une capture d'écran directement à l'employeur. Et l'employeur, en toute bienveillance, a utilisé cet argument pour licencier, pour faute, le fameux salarié. Et dans ces conditions-là, la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction, a validé ce principe de faute, parce qu'il faut expliquer pourquoi, en considérant que certes, il y avait une atteinte à la vie privée, puisqu'on est dans une discussion privée, mais pour autant, premièrement, l'employeur n'a pas émis de stratagème. C'est-à-dire que c'est un salarié qui remet volontairement, spontanément à l'employeur. Oui, ce n'est pas l'employeur qui l'a demandé. Tout à fait. D'accord. Et deuxièmement, on revient sur nos conditions, c'est-à-dire est-ce que c'est indispensable ? Là, ce document, cet élément, cette capture d'écran était indispensable à la démonstration probatoire pour montrer la faute du salarié. Donc, en fait, ça prouvait en quoi il était fautif, parce que finalement, on peut critiquer ses patrons, son entreprise. En quoi c'était fautif, puisque c'était un compte privé ? C'est là que j'ai du mal à me l'expliquer. En ce qui me concerne. C'est fautif car le salarié il est tenu à des obligations, notamment l'obligation de confidentialité, l'obligation de loyauté. Et en dévoilant une information il avait dévoilé précise, quelque chose. Tout à fait, il avait dévoilé en l'occurrence, c'était une collection de printemps-été dans le domaine de vêtements vestimentaires. Mode, à partir du moment, il y avait nécessairement un grief pour l'employeur. Et donc, c'est comme cela... Il avait trahi, en fait, le secret. Tout à fait. Il a trahi le secret auquel il était soumis. Et partant de ce principe-là, l'employeur a considéré qu'il s'agissait d'une faute. Ce qui a été validé par la plus haute juridiction. Les deux collègues ont dû rester très amis par la suite, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Cette situation particulière, ce cas d'espèce particulier, a créé nécessairement un préjudice à l'employeur. C'est-à-dire qu'en dévoilant une collection privée, il est évident que même si ça a été enregistré de façon clandestine, enfin, si c'était sur un compte privé, à partir du moment où ça a été diffusé, même dans les cadres des amis, si ça fuite, ça porte préjudice à la continuité de l'entreprise. Donc là, moi, je dis, à la limite, oui, on ne peut pas défendre n'importe quoi. En revanche, si c'est des conversations privées qui critiquent l'entreprise, mais qui restent que dans un cadre strict, cette preuve sera irrecevable. Parce que c'est la liberté d'expression, entre autres, et le droit individuel à la vie privée. La difficulté des réseaux sociaux, c'est que c'est de plus en plus. Il y a vraiment on va aller utiliser la vie d'entreprise sur les réseaux sociaux, auprès des amis, avec des réseaux de plus en plus larges. Et donc, on peut quand même se poser la question de cette notion de privé quand ça va être diffusé à plusieurs centaines de personnes et que ça va venir dégrader l'image de marque de la société ou dévoiler des propos confidentiels. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. On arrive à la fin de cette émission. Donc, je vais vous demander... De manière très synthétique, chacun à votre tour. On va commencer par toi, Camille, ensuite Jean-Paul, et puis on repart dans ce sens-là. Un conseil simple qui serait applicable dès demain pour vous. Camille. Le premier, c'est de savoir que effectivement les conversations peuvent être enregistrées et donc recevables. Et après, de chercher à créer un climat social dans l'entreprise qui ne va pas conduire les salariés à systématiser ce genre de pratique. Jean-Paul. Moi, je souscris parfaitement à ce que vient de dire Camille. C'est ça. Tu es d'accord. Voilà. Michael. Communication. Communiquez avec vos salariés. Construisez l'entreprise avec eux. Et toi, Toufik ? Conseil de l'avocat, forcément. Pas de preuve, pas de droit, et donc il faut caractériser la preuve, et donc des écrits et l'enregistrement qui peut être très utile. 3 choses à retenir suite à cette émission aujourd'hui. Donc, une preuve obtenue de façon contestable n'est ni automatiquement rejetée, ni automatiquement admise. Tout dépend de 2 choses. Ça doit être indispensable et proportionné. Ensuite, ce sont des moyens puissants qui peuvent se retourner contre celui qui les utilise, salarié comme employeur. Et enfin, pour éviter ces difficultés, il faut avoir des règles claires et la preuve que l'information donnée sur ces règles, ainsi que des communications crédibles, ont été prévues. Plume approuve. Pour elle aussi, quand c'est clair, on respire mieux. Merci de nous avoir suivis. C'était Tout droit et à bientôt pour une prochaine émission. Thank you.